d'aborder cette dimension politique. Oui, cette dimension politique et cette dimension nationale. Et de ce point de vue, comme je dis, c'est que en marge de cette historiographie officielle, de ces appels à reconstruire l'histoire dans une perspective diversitaire et plurielle, on a eu des gens qui, je dirais, c'est ça qui est intéressant, chez les biographes, les grands biographes du Québec contemporain, c'est pas qu'ils ont mal répondu à la question, à l'impératif diversitaire. C'est qu'ils ont décidé tout simplement de ne pas tenir compte de la question. Ils ont décidé d'écrire, c'est la formule de Fernand Dumont, je crois, dans Le sort de la culture, il dit il faut mettre la mémoire à l'origine de la méthode. Il faut reconnaître une légitimité à la mémoire au moment d'écrire l'histoire. Eh bien, ces historiens populaires semblent avoir reconnu ce devoir et leurs livres, à ce que j'en sais, sont plus qu'intéressants. Mais ça nous ramène au chapitre que vous avez consacré à l'historien Jocelyn Letourneau, qui est peut-être celui qui a le plus voulu écarter ce genre d'histoire. C'est-à-dire, c'est lui qui a voulu écarter toute la question nationale et qu'on tourne la page parce que c'est trop accablant, trop mélancolique, je sais pas trop l'expression qu'il a employée. Letourneau dit clairement qu'il veut défaire une certaine interprétation de l'histoire centrée sur la question nationale. Que pensez-vous de son projet? Je crois que Letourneau, j'étais assez sévère envers lui dans oui, mais il a accordé une grande place aussi. Parce qu'il a une place importante. Est-ce que j'en sais, le nouveau programme d'histoire au Québec qui est enseigné s'est inspiré véritablement de la perspective de Letourneau. Moi, je dis toujours, il ne s'agit pas d'apprécier ou non de penser, il s'agit d'en reconnaître l'importance, de la prendre au sérieux et de la critiquer intellectuellement, sans abuser d'insultes, si je peux dire, mais une critique intellectuelle respectueuse du travail. Or, quand je vois Letourneau, qu'est-ce que je pense de son travail? Il y a chez lui la volonté de disqualifier a priori la légitimité du référent national. Comme si le référent national, la conscience historique nationale, était un frein au renouvellement de la conscience historique québécoise. Donc, Letourneau lui-même reconnaît, d'ailleurs il l'a reconnu dans plusieurs de ses travaux, les Québécois fonctionnent à partir d'une mémoire dont ils se désolent. Et Letourneau, qui a pris un peu le tournant herméneutique en sciences sociales et ainsi de suite, croit qu'il serait possible aujourd'hui, l'histoire étant d'abord récit, il croit qu'il serait possible tout simplement d'occulter le référent national et de renouveler l'histoire québécoise par la multiplication des récits qui serait possible de tenir sur le Québec. Ce qu'on risque de perdre dans cette perspective, c'est quelque chose comme une trame narrative, une trame qui fait sens et que les gens peuvent s'approprier. Et moi, j'en reviens toujours à cette question qui me semble importante. Est-ce que, puis ça peut paraître un peu étrange comme question, mais est-ce que tout ce que les gens pensent d'eux-mêmes, c'est faux? Est-ce qu'on doit partir comme point de méthode dans les sciences sociales que les gens se trompent sur eux-mêmes et l'objectivité ne consiste pas à faire le tri parmi les croyances, mais à révoquer la légitimité de toute forme de croyance populaire? Lorsque je lis les travaux de Letourneau qui ne manquent pas d'intérêt, il faut le reconnaître là-dessus, voilà un homme qui a réfléchi. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que sa volonté de congédier le référent national dans l'histoire québécoise l'a amené paradoxalement à adopter une autre téléologie, en lui qui se méfie de toute trame narrative, lui qui se méfie de toute téléologie. Il en adopte une autre, c'est la téléologie, sans surprise, de la diversité, du pluralisme et ainsi de suite. Comme quoi, on peut sacrifier, on s'en prend souvent au grand récit. Mais ce que je constate, c'est qu'on troque souvent un grand récit pour un autre plutôt que de congédier tous les grands récits. J'ajoute une chose chez Letourneau. Il semble nous dire que un des problèmes de l'historiographie québécoise, de la conscience historique québécoise, c'est qu'elle n'aménage pas une place suffisante au Canada. Eh bien, ce que je constate, quant à moi, c'est que les Québécois eux-mêmes ne semblent pas avoir une histoire périphérique à l'intérieur du référent canadien. Les Québécois ne semblent pas n'ont pas le sentiment d'avoir une histoire régionale dans la grande histoire nationale du Canada. Les Québécois ont leur propre histoire. De ce point de vue, je cite dans mon livre une phrase de Marcel Masse, c'est un débat qui a lieu au conseil, je ne sais quel conseil des ministres au début des années 90, lorsqu'il s'adresse à Barbara McDougall et lui dit « Nous existions avant le Canada ». Nous existons pendant le Canada et nous existerons après le Canada. Autrement dit, pour reprendre la formule de Miron, le Québec n'est pas 25% de quelqu'un d'autre. De ce point de vue, les Québécois ont un rapport naturel, je dirais, au sentiment national, à la conscience nationale, et l'œuvre de Letourneau, qui est un travail de déconstruction là-dessus, me semble avoir échoué, si je puis dire, même si elle est reprise en charge aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Il y a beaucoup d'historiens dans la suite de Letourneau qui préfèrent déconstruire le récit national plutôt que de l'entretenir, qui ne s'y intéressent finalement que pour y trouver des faiblesses, des insuffisances. Voilà. Et il y a même eu un colloque organisé par, étonnamment, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui a eu lieu à Québec, que j'avais vivement dénoncé dans le bulletin d'histoire politique, où tout était déconstruction. Il s'agissait de déconstruire à peu près tout ce qui constituait les mythes, l'histoire, le récit national. On parlait du roman national, en fait, pour mieux le discréditer.
C'est une mode intellectuelle, la déconstruction. Il faut bien voir, les intellectuels, je crois c'est Raymond Aron qui disait que les intellectuels errent d'une erreur à l'autre en s'y accrochant chaque fois comme à une bouée. Alors, il y a je dis pas que les intellectuels ont tout le temps tort, c'est pas de l'anti-intellectualisme, mais je dis qu'il y a des modes chez les intellectuels, contrairement à ce qu'ils peuvent croire. Et la mode de la déconstruction, ça donne à certains un plaisir conjugué. Ça donne le plaisir du sentiment d'objectivité, nous déconstruisons, nous ça. Et de l'autre côté, ça donne le plaisir de la justice sociale et du cosmopolitisme. Ça s'inscrit dans la modernité, c'est-à-dire il y a toujours du neuf, toujours du nouveau. Oui, mais c'est surtout, vous remarquerez que c'est beaucoup plus facile, à mon avis, mais peut-être je me trompe, déconstruire que construire. C'est beaucoup plus facile déconstruire le récit national, démanteler les catégories à partir desquelles les gens appréhendent leur expérience, que de proposer de nouvelles synthèses historiques qui réussiraient à prendre dans la conscience historique. Alors, je condamne pas, loin de là, puis que ce soit bien clair, je condamne pas le travail d'objectivité scientifique. Tous les critères de rigueur et de méthode, je me les approprie et j'y crois. Mais ce que je constate, c'est est-ce que la déconstruction devrait être un préjugé méthodologique? Ça, je n'en suis pas certain. Et je constate qu'une partie des historiens et même des sociologues semblent croire le contraire. Ils ont peut-être trop lu Derrida. Mais un chapitre qui m'a particulièrement fasciné, c'est que vous avez accordé une grande importance à l'historien Maurice Séguin qui a rénové l'interprétation nationaliste qu'on appelle l'école de Montréal ou le néo-nationalisme. Alors là-dessus, j'aurais une question à vous poser. Comment vous réagissez aux détracteurs qui l'accusent de n'être qu'un sociologue et non un véritable historien sous prétexte qu'il aurait explicité ses normes ou ses paramètres, comme vous dites. Alors, on ne semble pas vouloir le prendre au sérieux, entre autres chez les jeunes historiens. Je vous dis ça parce que moi, ça m'agace beaucoup les attaques contre Séguin qui viennent de gens qui, par ailleurs, fort intéressés par la question nationale. Pour moi, il me semble, Séguin a joué un rôle fondateur qui devrait être reconnu. Et j'ai bien lu ce que vous avez écrit. Vous avez dit que l'historiographie qui intéresse les Québécois doit beaucoup à Maurice Séguin, mais qu'il est peut-être l'historien, s'il est le plus influent, il est le moins reconnu dans l'historiographie québécoise. Alors, comment expliquer que les historiens de votre génération ne soient pas plus reconnaissants envers Maurice Séguin? Alors, grosse question, là. Alors, bon, ça dépendrait de qui on parle, ça dépendrait de... Je parle d'Éric Bédard entre nous, là. Ah bon, alors, je suis pas certain que Bédard congédie Maurice Séguin. Ce qui est certain, c'est qu'en lisant ses travaux, il les critique à son endroit, mais ça, je crois que personne ne se désolera du fait d'être critique envers une œuvre. Je dirais, c'est la condition même du travail intellectuel. Mais Bédard, vous remarquerez, cela dit, critique Séguin, mais réhabilite au même moment Frégault. Alors, vous voyez, il y a une part de nuance là-dedans. Bédard arrive dans ce débat, puis je crois que parmi les trois de l'école de Montréal, Séguin n'était peut-être pas le plus important. C'est son avis. Ce qui est certain, c'est qu'il réhabilite Frégault, et on s'en désolera pas, parce qu'il y avait effectivement chez Frégault une figure assez intellectuelle fort importante. Mais si on décide de placer ça en perspective, l'apport fondamental de l'école de Montréal, et je parle de l'école de Montréal en général, et pas seulement de Séguin, bien que Séguin, pour moi, est une figure fondamentale, je dirais l'histoire nationale. Le référent national, l'historiographie nationale, dans les années 50, pourrait imploser. Parce que le travail de Groulx, qui est fondamental, qui a revivifié la conscience nationale, contrairement à tous ceux qui aujourd'hui cherchent à l'exécuter en cherchant les 7 ou 8 phrases qui peuvent traîner dans son œuvre qui lui permettent de l'exécuter en les surinterprétant, Groulx a un apport fondamental. Il recentre véritablement la conscience historique canadienne-française sur elle-même. Voilà pourquoi il se tourne vers la Nouvelle-France, voilà pourquoi il est particulièrement critique envers le régime anglais. Il veut réhabiliter, finalement, il veut tonifier, il y a une volonté normative très claire, il veut réhabiliter, tonifier la conscience nationale canadienne-française. Et à partir de là, il croit que c'est en faisant, de ce point de vue, c'est un héritier de Garneau, c'est en faisant le récit de l'histoire de cette nation qu'elle retrouvera des raisons d'espérer, des raisons d'exister. Dans les années 50, qu'on le veuille ou non, c'est le malheur de l'œuvre de Groulx, elle est quand même pétrie de traditionnalisme. Et il est bien possible, quand on regarde la critique des années 50, dans Cité libre et ailleurs, qu'en rejetant le traditionnalisme, on en vienne à rejeter même le nationalisme. Qu'en rejetant l'abus de traditionnalisme canadien-français, on en vienne à rejeter le référent national. Eh bien, l'école de Montréal arrive dans ce contexte et, je dirais, radicalise le grouxisme tout en le détraditionnalisant. Le radicalise comment? En recentrant véritablement, je dirais, le récit sur la conquête et en tirant la conséquence de la chose, l'histoire du Québec est une histoire de conquête et de reconquête. Et l'école de Montréal place l'indépendance à l'horizon. C'est-à-dire l'indépendance, désormais, doit être le fil conducteur à partir duquel on réécrit l'histoire québécoise. Et au même moment, donc radicalise le grouxisme sur le plan politique, mais le détraditionnalise, permet d'affranchir la nation de cette surinterprétation quelquefois ultramontaine ou les excès d'un certain catholicisme militant, donc détraditionnalise, dans le bon sens du terme,
le référent national, le nationalisme canadien-français, et l'acclimate avec les nouvelles circonstances intellectuelles et politiques qui sont celles des années 50 et qui seront celles de la Révolution tranquille. La question de l'État, la question du pouvoir, Dieu intervient moins souvent dans l'histoire, l'action des hommes est plus pesante, un certain réalisme. Et matérialisme. Ben voilà, là-dessus, vous pouvez dire matérialisme, je dirais réalisme, c'est là-dessus. La question des rapports de force est fondamentale. Là-dessus, chez Séguin, on le voit, mais on le voit aussi chez les autres. Et c'est une question fondamentale, s'il en est une. Donc, vous voyez, le rapport de l'École de Montréal, à mon avis, avec Groulx, est un rapport paradoxal. Donc, on sacrifie une partie de cet héritage, l'excès traditionnaliste. Au même moment, on s'approprie, je dirais, la mutation nationaliste de l'histoire présente chez Groulx. Donc, on s'approprie Groulx, on l'assume et on le radicalise. Ce qui fait en sorte que je suis dans une position un peu modérée, à mi-chemin dans ce débat. Il y a ceux qui disent Séguin a rompu avec Groulx. Clairement, Séguin, c'est une rupture avec Groulx. C'est pas mon avis. Et il y a ceux qui disent il faut en revenir à Groulx et à oublier Séguin. C'est un peu la nouvelle génération. Moi, d'ailleurs, beaucoup moins bédard que, par exemple, la revue Men's. Certains historiens autour de la revue Men's. Dans ce débat, s'il y en a un, moi j'ai tendance à croire qu'il y a une tradition d'interprétation nationaliste dans l'histoire du Québec qui commence évidemment avec Garneau, qui est reprise par Groulx, qui est ressaisie et refondée par l'École de Montréal et qui culmine peut-être avec la genèse de la Société québécoise de Fernand Dumont. Écoutez, c'est fascinant. Je vous remercie beaucoup. On est obligé de mettre un terme, mais on va revenir parce que c'est des sujets passionnants. Alors, je rappelle, on a parlé du livre de Mathieu Bock-Côté, La dénationalisation tranquille, publié chez Boréal en 2007. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.